And I'm very happy I'm very pleased to give the floor to Jeanne Pfeiffer, who will talk about les positions de thèse de Pierre Varignon, révélatrice de son positionnement théorique. The floor is yours, Jeanne. Thank you very much. I am very honored to be here. I will speak in French because French is already my third language, so I think it's okay to use my third language instead of using the fourth one. Aber zuerst möchte ich mich an Eberhard wenden, ihm für seinen 80. Geburtstag zu gratulieren. Und vor allem, ich habe versucht, mich zu erinnern, wann wir uns kennengelernt haben und wie. Und habe mich erinnert, dass das erste Mal, dass ich deinen Namen gehört habe, war in René Tatons Seminar am Centre Alexandre Coiré. Und es ging eben über Kombinatorik und die Determinantentheorie, die gerade herausgekommen war. Dann habe ich auch in Basel sehr viel über Eberhard Knobloch gehört. Der hatte nämlich eine Rezension geschrieben zu einem Bernoulli-Band, wo er 585 oder ich weiß nicht, über 500 Fehler entdeckt hatte. So, dass ich eigentlich dachte, mein Gott, was ist dieser schreckliche Mensch, der so viele Fehler in einem Band entdecken kann. Und dann, glaube ich, haben wir uns zum ersten Mal in Oberwolfach getroffen und ich habe einen sehr netten, gemütlichen Menschen entdeckt und seither kennen wir uns, das ist eine ganze Weile her, nehme ich an. Wir haben zusammengearbeitet auch in der Commission Internationale d'Histoire des Mathématiques. Ich glaube, da habe ich auch noch ein paar Fotos von uns beiden, aber die ich nicht aufgesucht habe. Und heute wir hätten auch fast an der Leibniz-Edition zusammengearbeitet, dank dir. Aber dann habe ich Frankreich gewählt und bin in Frankreich hängen geblieben und habe also nicht an der Leibniz-Edition mit Eberhard zusammengearbeitet. Und heute habe ich auch als ein Thema gewählt, das mit Leibniz nichts zu tun hat, und zwar mit Pierre Varignon, der zwar ein Korrespondent von Leibniz war. Und ich möchte auf Französisch nun eben über die Doktorarbeiten sprechen, die Varignon im Collège Mazarin, der damals neu gegründete Collège Mazarin, jetzt fehlt mir das Wort, ja, er war eben Arbiter, auf das lateinische Wort Arbiter von diesen Doktorarbeiten. Und die möchte ich jetzt hier kurz vorstellen. Donc, les thèses sont un sujet de recherche relativement nouveau qui est apparu dans le cadre de l'histoire des universités. Ce courant de recherche est particulièrement actif en Europe du Nord et particulièrement aussi en Allemagne. Et comme en témoigne cette somme de plus de 900 pages qui est parue il y a quelques années, Early Modern Disputations and Dissertations in an Interdisciplinary and European Context. Das ist wirklich eine Summe, c'est une somme d'écrits sur les dissertations qui ont pu être soutenues dans les pays du Nord, dans les pays scandinaves surtout, et en Allemagne. Et ils décrivent leur volume comme suit. Key themes have been, to name but the most important, the institutional basis for the act of disputation and the paratextual environment of the theses themselves. And of course, the complicated relationship between tradition and innovation, which always plays an important role in the context of early modern academic discourse, has also been a core concern. Ça, c'est les thèmes qui vont en dominer dans ce type d'études. Alors, dans ce volume, la France est très peu représentée, puisqu'on a très peu travaillé en France sur les thèses. Il y a un chapitre de Laurence Proclis qui est bien connu en France, mais qui parle surtout des thèses de médecine. Il y a aussi un article de... Non, Boris Noguès, c'est pas dans ce volume-là. Boris Noguès a travaillé sur les thèses dans le cadre de l'histoire de l'éducation. Et Véronique Meyer, qui est une historienne de l'art,
a également travaillé sur les thèses récemment, mais du point de vue de l'histoire de l'art, parce que comme nous allons le voir, ces thèses sont très joliment illustrées par des gravures de grande qualité, même si les photos que je vais vous présenter sont malheureusement pas de la meilleure qualité. Et je ne connais pas d'études dédiées spécifiquement aux thèses mathématiques pour la période moderne. Les mathématiques sont un point aveugle dans ce type d'études. Alors d'abord, je vais vous présenter très brièvement mes sources. Donc j'ai un corpus de 6 thèses qui ont été soutenues sous la direction donc, de Pierre Varignon. Je pense que Pierre Varignon n'est pas un inconnu dans cette compagnie. Et au Collège Mazarin, où Varignon était professeur de mathématiques. Et ces thèses de 1688 à 1722, et les thèses dont nous avons des livrets imprimés pour 5 et une copie d'un livret pour une autre thèse sont datées de 1689 à 1704. Ce sont des thèses de bachelier S.A., c'est-à-dire le premier degré décerné par l'université. Et les sujets de ces thèses sont la géométrie, l'architecture militaire, l'optique, le mouvement. Il y a une thèse du mouvement et 2 thèses sur les machines. Donc, je vais essayer de vous décrire un peu ce corpus. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Pierre Varignon, ou en tout cas qui ne connaîtraient pas ce portrait de Pierre Varignon que nous venons de découvrir au moment du colloque du tricentenaire de son décès. Donc, on a un tableau qui est plus récent que celui qu'on avait d'habitude. Et donc, je vous ai donné un extrait ici avec la tête de Varignon qui a l'air plus réaliste que sur le tableau de Caen que nous avions jusqu'à maintenant. Voici une image du Collège Mazarin. Alors, qu'est-ce que le Collège Mazarin, donc, qui a été fondé quelques années Varignon était le premier professeur de mathématiques au Collège Varignon qui venait d'ouvrir, même s'il avait été fondé quelques années auparavant. Il était agrégé à l'université de Paris, ce qui veut dire que les classes de philosophie marquaient l'entrée des élèves dans la faculté des arts. Donc c'est un statut un peu ambigu entre collège et université. Et ces classes se déroulaient, comme vous le savez sans doute, sur les 2 dernières années d'un cursus de 7 qui comprenait un enseignement de mathématiques. Donc les 2 dernières années de l'enseignement en collège étaient déjà en fait donné accès à la faculté des arts et décerné le premier degré qui était celui de bachelier S.A. Alors je vais vous montrer quelques exemples. Le premier, c'est donc Theses Mathematicae de Viribus Machinarum, qu'un Barthélemy Antoine François Ferré du Timeur, qui était de Rennes, a soutenu le 24 août 1704, et on a évidemment l'heure, Arbiter Eurit Petrus Varignon, et avec ses titres, et la thèse a eu lieu au Collège Mazarin. Vous allez voir que toutes les livrets de thèse dont on dispose ont exactement la même disposition. Vous avez exactement les mêmes informations qu'on retrouve à chaque fois dans ces thèses. Alors, sur cette thèse-là, j'ai trouvé un témoignage dans une lettre de Pierre Varignon à Jean Bernoulli, écrite le 28 octobre 1704, où Varignon dit ensuite, il se plaint de ne pas avoir répondu à temps à une lettre de Bernoulli, et il dit, il énumère tout ce qu'il avait à faire, et il dit ensuite une thèse qu'il m'a fallu faire, et l'écolier qu'il a fallu exercer jusqu'à la fin du mois d'août, qu'il la soutint, m'occupèrent tout entier jusqu'à ce temps-là que je vous envoyais cette thèse par M. Frey de Bâle, qui partait ici pour Hollande. Je n'eus pas même le temps de vous écrire pour vous prier de l'accepter. Il se chargea de le faire pour moi. Depuis ce temps-là, j'exerce encore un autre écolier pour soutenir la même thèse vers un mois d'ici.
Donc, mais cette même thèse, elle n'a pas survécu, enfin peut-être que l'écolier n'a pas fait imprimer de livret, et c'est la seule mention des thèses dans la correspondance, d'ailleurs en général sur l'enseignement, dans la correspondance de Varignon avec Bernoulli. Et donc le mot sur lequel j'aimerais attirer l'attention, c'est une thèse qu'il m'a fallu faire. Donc, parce qu'on ne sait pas très bien qui rédigeait ces thèses, et là, d'après ce témoignage, on peut penser que c'est le directeur de thèse, donc dans ce cas-là, Pierre Varignon. Voilà un autre exemple, et vous voyez exactement la même disposition, les mêmes informations. Là, c'est une thèse sur des viridis machinarum, donc c'est toujours c'est les deux livrets de thèse que j'ai sur les machines. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord ces livrets de thèse? Alors, ces livrets de thèse étaient imprimés, on pouvait avoir deux formes, soit un placard, en général illustré, avec une très belle image, et en général une question qui allait être discutée, ou bien, plus tard dans le temps, et ici à la fin du XVIIe siècle, plutôt des livrets, des petits livrets de 20, 25, parfois jusqu'à 50 pages, et donc qui étaient distribués la veille de la soutenance de thèse, et surtout dans les collèges, on les placardait parfois aussi sur les portes des collèges, on a des témoignages de ceci, et où on donnait ce qu'on appelait les positions de thèse, c'est-à-dire des propositions que l'écolier ou l'étudiant, comme vous voulez, allait discuter. Alors, en général, donc, on pense que ces thèses étaient rédigées par le professeur, ou du moins contrôlées par lui. On n'est pas vraiment très sûr qui rédigeait ces thèses. Elles étaient souvent très richement ornées de gravures précieuses et précédées de dédicaces très importantes, et l'impression pouvait être très 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 chère. Vu la qualité de ces petits imprimés, l'impression du livret pouvait coûter très cher aux familles des candidats qui payaient eux. Alors, toutes les thèses de Varignon semblent avoir été imprimées chez le même imprimeur, la veuve Thiboust, qui était l'imprimeur ordinaire de l'université. Donc tout ça est très lié à l'université. Et d'ailleurs, sur tous les livrets, les deux exemples que je vous ai montrés, sur tous les livrets, vous avez une devise comme celle-ci, et qui vous donne la devise de l'Université de Paris, Hic et ubi coeterarum, donc ici et partout sur la terre, qui soulignait l'universalité de l'enseignement qui était donné à l'Université de Paris. Et c'est celle-là, parce que ça change à chaque fois un petit peu, mais cette image ici est particulièrement intéressante parce qu'on y reconnaît la statue de Henri IV sur le Pont Neuf, et on reconnaît également, alors là, on ne le reconnaît pas très bien, mais ici on reconnaît le collège Mazarin lui-même. Le collège Mazarin lui-même est représenté sur cette image, et sur le bandeau qui entoure la guirlande, on peut lire Docta Verorum Scripta Fero. Donc je porte les écrits érudits des hommes, enfin, oui, des hommes. Donc voilà, cette devise, vous la trouvez à chaque fois, donc on voit bien que c'est très lié à l'université par l'imprimeur, aussi par toute la matérialité de ces textes. Alors, la soutenance maintenant, la soutenance n'était pas obligatoire, donc il y a eu plus de thèses que de soutenance. C'était surtout un exercice rhétorique facultatif, donc on n'était pas obligé d'organiser une soutenance, et c'était plutôt une performance qu'autre chose. C'était démontrer qu'on était capable de défendre oralement et publiquement un certain nombre de thèses données, proposée par le directeur de thèse. Cette performance était ouverte à tous, donc les thèses étaient publiques, et donc c'était aussi un acte de présence de l'université dans l'environnement urbain. C'est aussi faire participer la ville à ce qui se passait à l'université. Donc c'est aussi une représentation, ce n'est pas
un travail de recherche, un travail de connaissance, c'était une représentation pour la ville et surtout pour ceux quand même liés à l'université. Toutes les soutenances étaient en latin, tous les livrets que j'ai trouvés sous la direction de Varignon sont en latin, et la plupart, pas toutes, mais la plupart sont dédiés à un dédicataire puissant. Et parfois il y a des déclamations d'odes, et la salle où ont eu lieu les soutenances, et on la connaît au collège Mazarin, c'était dans une salle à droite, dans la première cour de l'institut, de ce qui est actuellement l'institut. Et donc cette salle était souvent fastueusement décorée avec des tapis et des fleurs et tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment un acte public de représentation. Alors, donc, en ce qui concerne, là, je vous donne un autre, parce que je vais peu à peu vous donner les 5 exemples de livrets de thèse que j'ai. Donc, celle-ci, elle est particulièrement intéressante, puisqu'il s'agit, donc, toujours pareil, c'est des thèses, ici, c'est des thèses d'optique, thèses mathématiques et optica. Et là, les candidats sont 2 frères, et c'est les 2 fils de Giandomenico Cassini, qui était astronome à l'observatoire. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une seule thèse, vous avez 2 candidats, les 2 frères, l'un s'appelle Jacques, je crois, et l'autre Jean-Baptiste, et donc, et 2 lieux de soutenance également. Donc, une des deux soutenances a lieu au collège Mazarin, alors que l'autre a eu lieu à l'observatoire. Donc là, vous voyez que non seulement on peut avoir 2 thèses pour 2 écoliers différents, on peut aussi avoir une thèse collective, une thèse pour 2 candidats et 2 lieux de soutenance. Alors maintenant, donc ça c'est la même thèse. Alors les images sont malheureusement pas très bonnes parce que je les ai prises au téléphone pour moi il y a quelque temps, et j'ai pas eu le temps de demander des scans un peu meilleurs. Donc c'est la même thèse. Celle-là, elle est particulièrement prestigieuse puisqu'il s'agissait de Cassini. Et donc, il y a une dédicace à Louis, duc de Bourgogne, fils du dauphin. Donc, un dédicataire royal, lié à la famille royale. C'était souvent, effectivement, des personnages puissants, mais ici, c'est carrément dans la famille royale, avec aussi une ode, donc, au duc de Bourgogne, d'un professeur de rhétorique du collège Mazarin. Donc, vous voyez, on mobilisait beaucoup de personnages autour de ces soutenances de thèse. Et en général, donc, les gravures de très belle qualité, même si là, on ne se rend pas très très bien compte. Alors ici, je vous ai donné 2 représentations. Bon, j'espère que vous voyez qu'il s'agit de gravures de très belle qualité. Donc, celle à gauche est de Franz Hertinger, qui était, donc, vous voyez, vous avez ici une salle qui pourrait rappeler celle qu'on connaît de l'académie, avec plein d'instruments, une sphère armière, des instruments de mécanique, et donc très richement décorée. Et ici, vous avez une vue de l'observatoire qui est relativement connue et qui est d'un autre graveur très connu qui s'appelle Simon Thomassin, et qui est aussi connu pour avoir travaillé pour l'Académie des sciences et pour la description des arts et métiers. Donc on voit là encore une proximité non seulement avec l'université, mais par Varignon probablement aussi avec l'Académie des sciences. Et de manière générale, j'ai repéré 5 ou 6 graveurs différents, et tous sont relativement connus et ont effectivement laissé une œuvre importante et qui est actuellement étudiée, donc c'est des graveurs connus. Alors toutes ces thèses ont une même structure, ils n'ont pas seulement la même couverture, mais ils ont une même structure qui est, en tout cas toutes les thèses soutenues sous la direction de Varignon ont la même structure. D'abord une brève introduction sur le sujet, qu'est-ce que c'est le sujet, qu'est-ce que c'est le démo, qu'est-ce que c'est les machines, qu'est-ce que c'est l'architecture militaire, etc., suivi de rudiments géométriques quasi identiques pour toutes les thèses. Et si j'ai le temps, je vais vous en donner
peut-être pas, je vais vous donner un exemple de ce qui mais c'est vraiment des choses assez élémentaires. Une liste de problèmes à résoudre et ensuite un ensemble d'énoncés, donc de propositions concernant le sujet spécifique sur lequel porte la thèse. Et ensuite, à nouveau, une liste de problèmes à résoudre. Il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de symbole mathématique et il n'y a pas de figure. Donc c'est vraiment que des textes et des jolies gravures. Pour la fabrique des thèses, maintenant, donc, comme je vous l'ai dit au vu du témoignage de tout à l'heure, les thèses ont certainement été rédigées par Varignon lui-même, et aussi parce que, comme on dit vraiment, on trouve une intertextualité très forte avec d'autres écrits de Varignon. Les sujets que je vous ai donnés tout à l'heure sont très proches des préoccupations scientifiques de Varignon et de ce qu'on sait des cours qu'il a pu dispenser au Collège Mazarin et aussi au Collège de France. Alors, mais on ne sait absolument pas, il y a ces deux listes de problèmes que vous trouvez dans ces thèses. Bon, il y a à chaque fois autour d'une dizaine, parfois plus, parfois un peu moins, de problèmes, et on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on va faire avec ces problèmes. Bon, certes, le candidat il doit montrer qu'il est capable de résoudre ces problèmes, mais est-ce qu'il peut choisir entre, parce qu'il y en a beaucoup, donc s'il doit les résoudre tous, là, les soutenances vont durer très longtemps. On n'a pas tellement de témoignages sur la durée de ces manifestations. Donc, est-ce qu'il devait les résoudre au tableau? Enfin, là, il reste beaucoup de choses dont on ne peut rien dire. Pouvait-il choisir lui-même un de ces problèmes? Ou est-ce que c'était des simples questions de cours qui ont été étudiées en cours et que l'écolier, l'élève ou l'étudiant n'avait que à répéter? Donc, ça, c'est des questions auxquelles, pour le moment, on ne peut pas répondre. Mais on a tout de même constaté une grande proximité avec les cours dont on dispose et que Pierre Ageron a étudié pour le colloque Varignon du début de l'année. Et effectivement, il a souligné une très forte proximité avec les cours de Varignon. Il a aussi identifié des citations implicites de Huygens, parce que parfois Varignon il donne ses références, mais il ne les donne pas toujours. Et donc il y a des références explicites à Descartes et à Galilée. Et Ageron a pu identifier qu'un certain nombre des problèmes posés viennent directement du cours de Deschales. Donc certainement pas des problèmes originaux qu'il a essayé à formuler à partir de son cours. Et comme je l'ai déjà dit, aussi une intertextualité très 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 forte. Christophe Schmitt, qui a étudié en profondeur la mécanique de Varignon, a également inclus dans ses études deux thèses dirigées par Varignon, une thèse des mots de Jacques Boucher et une des machines, enfin les deux parce que les deux sont identiques, des viribus machina au milieu du four ou bien de Ferré du Timeur que je vous ai montré tout à l'heure. Et effectivement, l'intertextualité est très forte. Il y a de nombreux emplois d'un texte à l'autre et avec toujours les mêmes références à Galilée pour la chute libre et à Descartes pour son principe de mécanique. Soulever un poids de 4 kg 1 mètre, c'est la même chose que soulever un poids d'1 kilo sur 4 mètres. Enfin, c'est ça le principe de Descartes. Et il a également constaté, ce qui est intéressant, c'est que la méthode que Varignon a développée dans son projet de mécanique de 1687, donc son important livre de statique de 1687, et à la base duquel on trouve le principe de la composition des forces. Donc il a développé une méthode dans ce projet et qui est appliquée dans ses cours et ses thèses. Donc aussi une forte proximité tout de même avec les méthodes utilisées dans ses livres et dans
Donc là, j'ai combien? J'ai 5 minutes à peu près. Hein. Là, il y a 5 minutes. Oui, donc je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail. Je voulais vous présenter une thèse plus en détail. Donc je vais faire très vite. Donc la thèse des architectures à Militari, soutenue par un Claude-Joseph Prévost, qui est devenu avocat au Parlement de Paris. Donc ce n'était pas non plus l'individu inquidam. Donc, et il a dédié, ce qui est intéressant, ses thèses aux préfets et aux édiles de la ville de Paris. Et donc la thèse ouvre sur qu'est-ce que c'est l'architecture militaire, donc architecture civile et militaire, cette dernière servant à protéger et assurer la sécurité des villes et d'autres lieux. Chacune de ces deux nécessite un plan géométral, une élévation qu'il appelle aussi géométrale ou profil, et une représentation en perspective. Et là, c'est le credo de Varignon. Chacune a besoin du secours des disciplines mathématiques, d'où les rudimenta géométriques. Alors, parmi les rudimenta geometrica, on a d'abord la théorie des proportions, ensuite les lignes, les surfaces avec la similitude des triangles et les cordes, donc la structure habituelle de nombreuses géométries, et ensuite les problèmes de géométrie, donc, et parmi ceux-là, on a par exemple quelque chose de très simple, d'un point quelconque, élever une perpendiculaire à une droite ou tracer une parallèle, donc quelque chose de très classique que n'importe quel élève sortant du collège devait savoir faire. Et puis il y a aussi produire une ligne dans un champ, dont deux points sont donnés en continu, même si des obstacles sont présents, donc des exemples tirés plutôt de ce qu'on a tendance à appeler, ce qu'on a l'habitude d'appeler de la géométrie pratique. Ensuite vient une partie qu'il appelle des munizioni, donc avec, regardez, une très jolie gravure à nouveau de Thomassin. Alors là, c'est vraiment le gros de la thèse. Et il donne pratiquement il décrit les différents éléments d'une forteresse et il en donne les proportions, la hauteur du parapet pour obtenir tel effet, etc. Donc ça prend énormément de place. Il décrit la manière d'Érard et la manière du chevalier de ville, et ensuite qu'il associe à la manière hollandaise de fortifier les forteresses, et ensuite il vient à Vauban, au comte de Pagan et à Vauban, et il donne la préférence évidemment aux méthodes de Vauban. Ensuite, il y a une partie des oppugnazioni, donc c'est-à-dire la manière de donner l'assaut à une forteresse, et c'est là que ça devient intéressant, puisqu'il parle de jets de bombes, de chutes libres, etc. Et c'est là, effectivement, je pense, qu'on peut retrouver un peu les positions de Varignon, ces positions très ambiguës entre Descartes et entre une position cartésienne et newtonienne, parce qu'il commence par parler de vis incita et de vis impressa, et il va vers un traitement qui est plus newtonien. Donc, en fait, je voulais approfondir un peu plus ça, mais pour des raisons personnelles, je n'ai pas eu le temps cette semaine de le faire. Et donc, je suis très contente que le temps soit quasiment écoulé comme ça. Je vais juste revenir sur un sujet donc, que j'ai indiqué au début. Quelle est l'originalité de ces thèses par rapport à d'autres écrits de ces auteurs de thèses? Et donc, Varignon, comme vous le savez, était à la recherche d'une règle du mouvement en général, s'appliquant à tout type de mouvement, et il a commencé dès 1692 à présenter des mémoires qu'il a échelonnées ensuite tout le long de sa carrière, où il regarde des cas de plus en plus compliqués jusqu'aux forces centrales dans les milieux résistants. Et donc, il a donné une première règle générale où il n'y a pas de calcul infinitésimal, où c'est vraiment une espèce de, une algèbre du mouvement. Et il a présenté ce mémoire en 1692, et cette même règle générale
est incluse dans la thèse des mots de Jacques Boucher la même année. Donc, ce qui montre quand même aussi une certaine proximité avec les travaux de recherche, on dirait aujourd'hui, qui préoccupaient Varignon. Donc, ça m'a semblé un deuxième exemple dans la thèse de Dufour de 1699, où Varignon, parmi les machines simples, puisque c'est une des viribus machinarum, et Varignon traite des machines simples, et il inclut le coin, alors que dans son projet de 1687, le coin n'apparaît pas, donc il n'est pas traité. Donc par rapport à son projet d'une nouvelle mécanique, il y a quelque chose de nouveau. Or, on sait qu'en 1693, il a présenté à l'Académie un mémoire sur le coin, justement, et ce mémoire pratiquement a été repris, pratiquement inchangé, dans la deuxième édition de sa mécanique. Donc la mécanique, donc le projet fut donné en 1687 et qui a été publié à titre posthume en 1725, et où il a aussi inclus le coin. Mais le coin est également discuté dans cette thèse de 1699. Donc il est clair que Varignon, même s'il y a une très forte intertextualité avec d'autres écrits, etc., il y a quand même aussi une proximité avec des sujets qui le préoccuperaient en tant que savant. Alors, pour conclure, la présence constante de rudiments de géométrie que le candidat doit maîtriser avant d'aborder le sujet de thèse reflète la philosophie de Varignon exprimée déjà par le titre de sa leçon inaugurale au Collège Royal, mais dont on n'a que le titre que Varignon a donné dans une lettre à Jean Bernoulli, et ce titre c'est De Ope Mutua quam sibi prestant mathesis et physica, incerta physica absque mathesi, vix utilis mathesis absque physica. Je prononce à l'allemande puisque j'ai appris le latin à partir de l'allemand. Donc je le traduis en français: du secours mutuel que se procurent la mathématique et la physique. La physique est incertaine sans mathématiques et la mathématique à peine utile sans physique. Donc c'est pour ça, le fait qu'il inclut toujours des rudiments géométriques reflète certainement cette conviction de Varignon. Donc ces thèses, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, ne sont pas de simples extraits de cours, mais présentent parfois aussi quelque chose qu'on pourrait appeler de l'ordre de l'innovation, même s'il y a beaucoup de reprises de remploi entre les différents écrits. Je vous remercie.